Bienvenue dans cette nouvelle édition, tout de suite les titres. J-1 avant le début du scrutin présidentiel turc, le pays est entré en période de silence électoral. Reste à savoir qui de Recep Tayyip Erdogan ou de Kemal Kılıçdaroğlu remportera le titre suprême. L'Espagne ouvre une enquête basée sur des informations faisant état de victimes parmi un groupe de migrants tentant d'atteindre les îles Canaries depuis l'Afrique. Le Maroc en est le principal suspect. Il n'y aura plus de guerre à partir d'aujourd'hui en Libye. Une déclaration faite par le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale qui laisse envisager un avenir meilleur pour le pays. État d'alerte, le président de la Serbie décide de mobiliser ses troupes suite aux heurts qui ont éclaté la veille entre des Serbes et la police kosovare. Bonsoir à tous et on ouvre le dossier turc après le jingle. Le deuxième round du scrutin présidentiel turc est prévu pour demain et c'est entre deux noms que cela va se jouer, Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kılıçdaroğlu. Une course où la question migratoire et la conjoncture économique étaient largement débattues entre ces deux tours. Sohila Kelal. Plus que quelques heures séparent les Turcs des urnes après un premier tour presque au coude à coude. Ce second tour s'assimile presque à un duel entre les deux hommes qui jouent leur dernière carte et leur dernière chance d'accéder à la magistrature suprême du pays, surtout pour Kemal Kılıçdaroğlu. C'est dire que le bras de fer sera impitoyable entre les deux candidats. Dernière ligne droite d'une campagne intense pour Tayyip Recep Erdogan, la campagne redouble d'efforts en multipliant les rencontres, les meetings et les bains de foule pour une population qui serait tentée de dire qu'elle lui serait déjà favorable. Il lui restera donc la tâche ardue de reconquérir les voix qu'il n'a pas eues lors du premier tour. Pour rappel, Recep Tayyip Erdogan sera à Istanbul ce samedi 27 mai pour des rassemblements dans plusieurs arrondissements pour présenter son programme. Kemal Kılıçdaroğlu de son côté, lui, termine sa campagne à Ankara, la capitale, par une rencontre avec des familles à faible revenu au cours de laquelle il devrait parler de son programme économique. Pour rappel, l'opposition avait mis l'économie au cœur de sa campagne avant le premier tour. Autre fait marquant, la chaîne de télévision publique TRT aurait consacré 48 heures d'antenne à Recep Tayyip Erdogan depuis le début de la campagne contre 32 minutes pour son principal adversaire, ce qui n'est pas passé inaperçu. À quelques heures du rendez-vous avec les urnes, les deux candidats poursuivent leur marathon pour séduire leur électorat et convaincre. Le moins que l'on puisse dire est que ce scrutin promet d'être serré et l'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Les urnes nous le diront. Au cœur de la capitale économique turque, zoom sur le quartier de Bayazit, l'un des principaux quartiers marchands d'Istanbul où les affaires vont plutôt bien malgré les conséquences du double choc, inflation et dépréciation monétaire. Kherndil Batash nous emmène y faire un tour. Quartier de Bayazit à Istanbul, l'un des nombreux poumons économiques de la ville qui la préserve de l'asphyxie malgré le double choc inflation, dépréciation monétaire. Un quartier qui naturellement vit au rythme de l'élection présidentielle. Ici le commerce de gros et de détail, de prêt-à-porter, à pignon sur rue. Les affaires vont plutôt bien, mais moins qu'avant. La donne économique pèse de tout son poids sur la campagne électorale ici à Istanbul. Le secteur de l'habillement, par exemple, scrute de très près les résultats de ce deuxième tour de la présidentielle. Denise est installé ici depuis longtemps où il vend des vêtements pour enfants. Au premier tour, il a voté pour Recep Tayyip Erdogan et dimanche, il ne compte pas changer son fusil d'épaule. Nous ne doutons pas que notre président Recep Tayyip Erdogan l'emportera avec une large marge lors de ce second tour de l'élection présidentielle et sa victoire apportera de grands avantages à l'ensemble du pays, à notre pays, au monde islamique, pour les Balkans et pour le Moyen-Orient.
J'espère que la fin des guerres de la Libye, des Tatars, de la Palestine, de l'Azerbaïdjan, ainsi que de l'Ukraine et de la Russie, qui se battent en vain, ça sera pour le mieux. Quand Recep Tayyip Erdogan gagnera, il viendra, vous le verrez tous. Le commerce de prêt-à-porter s'est largement développé en Turquie durant les dernières années. Istanbul accueille des importateurs du monde entier qui s'approvisionnent à bas coût, en comparaison à ce qu'ils peuvent trouver en Europe. Mais l'inflation fait grimper les prix et les acheteurs ne sont plus aussi nombreux. Alors certains commerçants de Bayazit estiment qu'il est peut-être temps de tenter autre chose. Hors de question pour Denise. Le fait que notre honorable président soit encore à la tête de la Turquie depuis 20 ans a accentué le progrès économique de notre pays. Dans le même temps, les puissances internes et externes qui tentent d'empêcher l'essor économique de la Turquie veulent entraver sa marche. Notre président Recep Tayyip Erdogan, si Dieu le veut, fera des contributions économiques beaucoup plus importantes avec le temps. Vous verrez. Istanbul compte à elle seule plus de 11 300 000 électeurs potentiels, parmi lesquels de nombreux commerçants sont passés d'un camp à l'autre lors du premier tour de l'élection présidentielle et législative. Dimanche 28 mai, Denise, comme beaucoup d'autres commerçants, ira déposer un bulletin dans l'urne pour le compte du deuxième tour des élections présidentielles, en espérant que le choix qu'il fera et le résultat de la présidentielle permettra à la Turquie de connaître un meilleur essor économique. Khaireddin Batash, Istanbul, Al24 News. Et on reste à Istanbul où la coalition d'opposition conduite par le candidat Kemal Kılıçdaroğlu tente de mobiliser sa base électorale dans les grands centres urbains et ce à la veille du second tour de la présidentielle qualifié d'historique. Sofiane Barodi. Le second tour des élections présidentielles en Turquie revêt des enjeux cruciaux et s'annonce être un rendez-vous historique. Dans les centres urbains, notamment à Istanbul, l'opposition tente une mobilisation de sa base électorale, invoquant les valeurs du républicanisme et le Front démocratique, mais encore la lutte contre la corruption comme argument de campagne principaux. The young people, maybe in the street you see. Les jeunes ne trouvent même pas du travail. Des milliers de personnes quittent la Turquie pour s'installer dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. L'année passée, 25 000 jeunes Turcs sont passés par le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Nous sommes pour Kemal Kılıçdaroğlu, car nous voulons un nouveau leader pour notre pays. Kemal Kılıçdaroğlu a promis aux 6 leaders de gouverner tous ensemble. Lead our country together. En cette année de célébration du centenaire de la République, la dimension symbolique s'avère être, pour les deux candidats, un terrain de lutte dans un pays où le nationalisme et le patriotisme ont la part belle. La Turquie sera gouvernée par un républicain. Atatürk avait 6 principes: le populisme, le nationalisme, le relationnisme, le républicanisme, l'étatisme et la laïcité. Le second tour des élections présidentielles en Turquie sera non seulement un rendez-vous de première importance nationale, mais sera également au cœur des attentions dans un échiquier international en profonde bifurcation. La Turquie est officiellement entrée à partir de 18h en silence électoral. On va donc rejoindre nos deux envoyés spéciaux à Istanbul, Khaireddin Batash et Sofiane Barodi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nariman. On va commencer donc avec vous, Khaireddin, après avoir assuré le ralliement d'au moins une partie des électeurs de Sinan Oğan. Que reste-t-il à faire pour Erdogan pour renverser la situation à son avantage pour ce deuxième tour à Istanbul? Oui, Nariman, comme vous venez de le dire, silence électoral de mise ici à Istanbul, mais également dans l'ensemble du territoire national ici en Turquie. Donc Recep Tayyip Erdogan qui, comme vous l'avez précisé, a rallié au moins une partie des électeurs de Sinan Oğan, qui était le troisième candidat à cette présidentielle, tente coûte que coûte de rattraper son retard ici à Istanbul, un retard au premier tour que l'on compte principalement peut-être par des centaines de milliers de voix. Je rappelle que 2% séparés Erdogan de Kılıçdaroğlu ici à Istanbul. Je me trouve actuellement au quartier El Fatih, l'un des bastions, l'un des fiefs de l'électorat de Tayyip Recep Erdogan, où se trouve également donc le QG de campagne de l'AK Parti, un QG que nous avons été voir tout à l'heure pour demander à propos des derniers sondages. Et ici, on semble confiant, malgré la défaite du
premier tour, on nous a dit que l'on s'attendait à une victoire de Recep Tayyip Erdogan par 55%. Vous voyez, on a déjà des chiffres donc, à donner à la presse, à l'opinion publique. Recep Tayyip Erdogan qui a mis toutes ses forces dans la bataille dès l'annonce des résultats du premier tour ici à Istanbul, des apparitions médiatiques, malgré que la campagne n'a pas tourné autour des programmes, beaucoup d'apparitions médiatiques, de bains de foule, de meetings ici à Istanbul. D'ailleurs, nous avons appris que le président turc devrait ici, en cas de victoire, prononcer son discours de victoire ici à Istanbul. Je rappelle également qu'il votera ici également à Istanbul demain dans la région d'Üsküdar. Donc vous le constatez par vous-même, de nombreux efforts ici à Istanbul pour essayer de rattraper ce retard électoral. Rappelons qu'il a perdu non seulement la ville d'Istanbul, mais la ville d'Ankara et également la ville d'Izmir qui ne compte pas parmi ses bastions électoraux. Donc voilà un peu l'ambiance de la campagne du côté du camp d'Erdogan ici à Istanbul. Et je me retourne vers vous à présent, Sofiane Barodi. Vous vous situez dans une région de la ville qui est pro-Kilicdaroglu. Alors, pensez-vous qu'on a affaire à une coalition unie de la part du chef du parti CHP? Alors, je me trouve actuellement au niveau de la place Taksim du Taksim Meydan, dans le centre de la ville d'Istanbul, qui est relativement pro-Kilicdaroglu, effectivement, vu que c'est un centre touristique très important, assez cosmopolite. Pour la question par rapport à la coalition électorale, je pense que la coalition manque certes d'homogénéité, vu qu'il s'agit, on parle de la table des 6, c'est-à-dire de différents partis qui viennent de différentes obédiences. Il y a des représentants du camp conservateur, mais aussi des représentants de la social-démocratie, notamment le CHP, le Parti social-démocrate historique. Et il y a aussi des ralliements de la part de partis de gauche pour faire front contre ce qu'ils considèrent comme étant, si vous voulez, une forme de régime qui tend vers ce qu'ils qualifient d'autocratie. Il y a aussi des partis qualifiés de droite dure ou alors d'extrême droite qui ont annoncé leur soutien à la coalition de Kilicdaroglu, ce qui semble un peu être en dissonance vu que les programmes sont complètement différents entre, par exemple, le parti vert de gauche et une tendance de droite radicale qui a annoncé le soutien à Kilicdaroglu. Les deux formations n'ont absolument rien à voir au plan programmatique. Ce qui les unit, c'est un peu un front commun pour faire opposition au président candidat Recep Tayyip Erdogan. D'ailleurs, Sofiane, on se demande, vous êtes le mieux placé pour savoir que pensent les Stambouliotes de ce virage ultranationaliste qu'a pris le candidat de l'opposition lors de cette campagne du deuxième tour. Mais on se demande, notamment en ce qui concerne la question des réfugiés, qu'en pensent les citoyens d'Istanbul? On va dire qu'il y a un débat très très profond sur, déjà premièrement, vu que c'est le centenaire de la République, les deux camps se revendiquent si vous voulez, du nationalisme historique turc. Et la question nationaliste et aussi le thème patriotique est d'une importance primordiale en Turquie comme dans d'autres pays, mais ici on sent vraiment l'importance de cet axe-là. Et le candidat Kilicdaroglu s'est fait attaquer à plusieurs reprises sur le fait qu'il soit un peu, si vous voulez, un transnationaliste, et c'est un argument très affaiblissant en Turquie. Et donc il a choisi aussi de durcir le ton pour aussi offrir, si vous voulez, un discours, entre guillemets, populiste qui plaît à l'électorat. Et c'est lié à la question, justement, des réfugiés, où il y a eu, certains ont qualifié ça de dérive par rapport à une certaine dérive xénophobe, et notamment concernant la question des réfugiés syriens, certains amalgames qui ont été faits, des chiffres qui ont été gonflés. Le candidat Kilicdaroglu a parlé de plus de 10 millions de réfugiés syriens, alors que l'UNHCR, lui, parle de un peu plus de 3,7 millions de réfugiés. Et le thème aussi, Sofiane, qui est un thème vraiment très très important et qui est lié à ça, c'est le thème de la lutte antiterroriste, qui a une importance primordiale pour ce scrutin-là. Merci Sofiane Barodi, on vous retrouve dans nos prochaines éditions.
On passe à la veille de ce scrutin. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré ce samedi que Moscou comptait continuer à renforcer ses relations bilatérales avec la Turquie après les élections présidentielles. Le directeur du département européen de la diplomatie russe a précisé qu'Ankara est une grande puissance et un acteur régional influent. La Turquie a, selon lui, mené ces dernières années une politique indépendante dans la plupart des questions dans le but d'assurer ses intérêts nationaux, ce qui est une approche de principe qui contribue au développement d'une coopération bilatérale mutuellement bénéfique. On passe au reste de l'actualité internationale. Le président tunisien a également évoqué lors d'une rencontre avec le président du Parlement, Ibrahim Bouderbala, la fonction législative du Parlement à cette étape délicate de l'histoire du pays. Kais Saïd a rappelé la responsabilité du représentant devant ses électeurs et le rôle des blocs parlementaires pour faciliter le travail électoral au sein du Parlement sans qu'il soit nécessaire d'appartenir à l'un des blocs. Le chef de l'État tunisien a également évoqué la question de l'immunité parlementaire qui vise à permettre aux députés d'exercer son mandat sans aucune pression et en toute liberté, sans que cela n'implique qu'il ne soit au-delà des responsabilités et de la loi. Immigration clandestine, l'Espagne a annoncé avoir ouvert une enquête sur des informations faisant état de victimes parmi un groupe de migrants tentant d'atteindre les îles Canaries depuis l'Afrique. Une organisation humanitaire a déclaré que les soldats marocains avaient ouvert le feu sur les migrants, tuant au moins l'un d'entre eux, Amin Tota. Plusieurs médias ont rapporté qu'une enquête sur des faits relatifs à une traversée d'un groupe de migrants de nationalité africaine qui tentaient d'embarquer pour les îles Canaries espagnoles en partant du continent africain de la région du Sahara occidental. Selon une institution caritative, des soldats marocains auraient ouvert le feu sur les candidats à l'immigration. La même source a rapporté que le groupe ciblé a indiqué aux équipes de secours qu'il partait des côtes du Sahara occidental. L'embarcation a pu être repêchée lors d'une opération de sauvetage à environ 19 km au sud de Gran Canaria, après 2 jours de traversée en utilisant des hélicoptères et des bateaux. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'association caritative en question, qui s'intéresse au cas de migrants disparus en mer, a publié un récit du lieu de l'accident, dans lequel des survivants non identifiés ont indiqué qu'un des migrants avait été tué. Et une source espagnole a déclaré plus tard que l'un des 3 migrants, soignés pour des blessures aux îles Canaries, avait des blessures par balle. Et que la police enquête toujours sur cette affaire qui ne finit pas de défrayer la chronique, à l'instar du drame de Melilla après la tentative de traversée illégale de la frontière survenue au mois de juin de l'année 2022 après une tentative de traversée illégale de la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla par près de 2000 migrants. Une trentaine d'entre eux ont trouvé la mort après la bousculade. Je vous le disais en titre, s'exprimant à l'occasion de la clôture des travaux de la formation sur les applications de téléphonie mobile, le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale libyenne, Abdelhamid Dbeiba, a déclaré qu'il n'y aura plus de guerre à partir d'aujourd'hui en Libye, des déclarations qui laissent envisager un avenir meilleur pour le pays. Tinhina Makassi. Des prémices d'apaisement dans le paysage politique se dessinent en Libye. C'est du moins ce que laissent penser les dernières déclarations du Premier ministre de l'Unité nationale, Abdelhamid Dbeiba, lors de la clôture des activités de formation sur les applications de téléphonie mobile, qui s'est tenue à l'Académie libyenne des communications et de l'informatique. Je peux vous assurer aujourd'hui que c'est avec le même principe que nous avons adopté lorsque nous avons reçu cette mission que nous avançons aujourd'hui, à savoir plus de guerre en Libye. L'heure est à la construction et au développement, et ce, dans tous les secteurs et régions du pays. Les déclarations de Dbeiba ne sont pas les seuls signes d'apaisement qui marquent le pays. Selon les observateurs, des préludes d'un rapprochement entre l'Est et l'Ouest se manifestent, mettant en exergue le limogeage de Fethi Bechara le 16 mai dernier. Par ailleurs, la tenue d'un scrutin avant cette fin d'année, comme envisagé par la feuille de route de l'envoyé spécial des Nations Unies pour le pays Abdoulaye Bathily, semble également faire le consensus entre les partis. En 2011, l'opération Hartmann a déstabilisé le pays, le plongeant dans un chaos sans précédent. Il est à noter que le pays représente aujourd'hui un enjeu pour beaucoup de puissances qui influent sur le paysage politique interne.
L'armée serbe est en état d'alerte près de la frontière avec le Kosovo suite à la décision du président serbe de mobiliser les troupes. La mobilisation fait suite aux heurts qui ont éclaté la veille entre des Serbes et la police kosovare. Paris, Londres et Berlin appellent à l'apaisement. Safwan Ben Sabri. Le président serbe a ordonné la mise en état d'alerte maximale de l'armée près de la frontière avec le Kosovo dans la matinée du samedi. La veille, il avait intimé l'ordre à des unités de se rapprocher du long de la frontière de manière préventive. Des violences ont éclaté dans le nord du Kosovo entre manifestants serbes et forces de l'ordre kosovares. On dénombre déjà une dizaine de blessés suite aux échauffourées. L'escalade de tension a lieu dans un contexte politique tendu. Les manifestants serbes se sont mobilisés pour empêcher des maires albanais élus en avril dernier de prendre leurs fonctions dans les 3 municipalités majoritairement serbes dans le nord du Kosovo. Le scrutin jugé controversé pourrait changer l'équilibre politique dans la région du nord du Kosovo. Pour rappel, le Kosovo a proclamé son indépendance en 2008. Celle-ci n'a pas été reconnue par Belgrade. La Serbie traverse une période de tension politique. Le président serbe a par ailleurs annoncé son retrait de la direction de son parti pour favoriser, selon lui, l'unité nationale suite aux 2 tueries de masse qui ont lieu dans le pays. Paris, Berlin, Londres et Washington ont appelé à un retour au calme suite à la décision de la Serbie de mobiliser son armée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.